Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons poursuivre le petit livre bleu dans sa partie historique maintenant. Et nous abordons donc le sens de l'histoire dans un premier montage, après lequel il y aura une autre vidéo beaucoup plus courte sur la conclusion que nous allons apporter à cette question. Alors bien sûr, nous allons refaire cette promenade dans le temps avec Candide, où nous allons le retrouver, et bien sûr avec Voltaire et son sourire énigmatique, ses yeux légèrement inquisiteurs et curieux, voilà. Voici le plan que nous allons suivre. La question c'est le sens de l'histoire. Donc nous avons un exposé en détail du sens de l'histoire, la Grande Révolution. Nous allons passer en revue toute l'histoire d'après 1789 et on effectuera dans une autre vidéo une synthèse. Un petit préambule d'une page. Candide sait qu'un arbre a des racines, bien sûr. D'autre part, il aime bien le principe de tirer les leçons du passé, histoire que rien ne se perde. Expression intéressante. Histoire que rien ne se perde. Comme il a acquis une certaine connaissance en la matière, il s'autorise à synthétiser le sens de l'histoire qu'il voit et qui va dans la voie qu'il a choisie ici, qui est celle littéralement de ce qui s'est passé avant. Il va faire cela en détaillant un peu, puis en synthétisant. Donc, tout d'abord, l'exposé en détail. Première question, le sens de l'histoire. Donc, naguère Candide s'était posé la question, l'histoire a-t-elle un sens? Son Gémeaux, le Martin pêcheur du début, lui suffira de suite que cette question n'avait pas de sens. Candide répliqua que c'était l'homme qui donnait le sens. Il s'appuya sur cela sur une citation d'André Malraux, dans le ministre de la Culture de Charles de Gaulle, dans le Miroir des limbes. Petite raison, ombre fine sur les sphinx du désert et sur les tombeaux des reines de Babylone, et qui ne savaient pas la géométrie, mais qui jouaient pour les astres et pour un monde qui serait le même si l'homme n'existait pas. Son Gémeaux, le Martin pêcheur, alors se tut. Oui, Malraux fait de l'ombre au Martin pêcheur. Et Candide donna ainsi un sens à son récit. Par souci de concision, il prit la France à partir de la Révolution. Ainsi commença son grand voyage sur le paquebot France à travers le temps. Et il parla ainsi. D'abord, il aborda la Grande Révolution de 1789. Elle avait marqué un grand pas en avant avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, c'est un événement majeur. Malgré ses mérites, la déclaration avait deux torts manifestes. Candide observait que la femme n'était pas visée expressément, et c'était un grand tort à ses yeux. Il connaissait la célèbre citation d'Olympe de Gouges, et d'autres personnes aussi, mais la citation d'Olympe de Gouges était en pleine assemblée. Elle a déclaré « Si les femmes montent à la guillotine,
Elles peuvent aussi monter à la tribune, ce me semble. Oui, très belle citation. Par ailleurs, la déclaration parlait des droits, deuxième tort, mais pas des devoirs. Oui. Ça s'explique par le poids de l'histoire. Il n'y avait que des devoirs avant, et très peu de droits du peuple. Candide s'expliquait cela justement par la grande nouveauté d'une déclaration des droits après des siècles de devoirs. Ce n'était pas tout à fait certain, mais quand même très vraisemblable. La royauté ayant laissé longtemps subsister les droits venant d'en bas, du sol, comme les coutumes. Oui, les droits venant d'en bas, c'est-à-dire au niveau régional, provincial, les parlements locaux. Cela, et puis même plus avant, dans certaines vallées de montagne, il y avait des petites républiques qui s'administraient elles-mêmes. Cela est peu compréhensible pour des personnes d'après la Révolution comme nous, notamment du XXIe siècle, habitués à ce que la règle vienne d'en haut, de Paris, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui. Gardez en mémoire cette notion de droit venant d'en bas. C'est une matière à réflexion. Pour ses mérites, la déclaration en avait beaucoup. Il notait que la propriété se présentait comme un droit naturel de l'homme. Oui. Il admirait que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est naturellement possible. Oui, la liberté est le principe. L'interdiction, l'exception. Par contre, pour Candide, elle véhiculait des idées parfois surannées, comme la nécessité de la contribution publique. Mais comme elle soumettait la nécessité de la contribution publique à l'approbation des représentants du peuple, et donc du peuple, ça avait moins de tort. Maintenant, de l'Assemblée dite Convention. Il y avait dans la partie rationnelle de Candide une sympathie naturelle pour la Révolution, y compris pour la Convention montagnarde et robespierriste. Et Robespierre, bon, c'est sans doute lié aux leçons d'histoire qu'il a reçues il y a longtemps. Il avait beaucoup lu sur cette question, oui, beaucoup lu, et il avait admis que l'on puisse être un adversaire ou un partisan acharné de la Convention, qu'elle ne pouvait laisser indifférent. Toutefois, homme d'équilibre, Candide regrettait parfois les passions qui animaient encore les auteurs. Oui, Robespierre ne laisse pas indifférent. Pourtant, 200 ans après. Bon. Il regrettait aussi le mot terreur, mal compris, équivoque. Ce qu'il admirait le plus, c'est le réalisme de Robespierre et du comité de salut public, qui faisait de l'émancipation économique la base des droits du citoyen et des droits politiques. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le principe, à quoi sert-il de voter si on n'a pas de quoi vivre ou manger? Ça, c'est du réalisme. Primum vivere, disaient les Romains, premièrement vivre, deinde philosophare. D'abord vivre, ensuite philosopher. C'est un peu ça. D'abord vivre, manger, et ensuite voter. Voilà pour la Révolution et la Convention. Maintenant du Premier Empire. Ne voulant rien ajouter de plus au fleuve des études sur le Premier Empire et l'empereur, car c'est un fleuve, Candide avait retenu deux choses.
D'abord, les propos de l'empereur dans le mémorial de Sainte-Hélène, qu'il avait poursuivi l'œuvre de la Révolution. Oui. Par exemple, toute personne émérite pouvait être maréchal de France. Napoléon avait déclaré, même un paysan, par ses mérites, pouvait devenir maréchal de France, ce qui n'était pas le cas avant la Révolution. Il fallait être né noble. Ensuite, et c'était aussi pour l'esthétique des mots que l'empereur avait déclaré qu'il voulait jeter sur le sol de la France quelques masses de granit qui défieront le temps. Les masses de granit, par exemple le Code civil et bien d'autres institutions. En ce sens, il l'inscrivait aussi dans le sens de son histoire. Candide a une sympathie pour l'empereur. Sur d'autres points spécifiques, Candide renvoie le lecteur intéressé à la petite annexe qu'il a spécialement conçue après la lecture de la moitié du mémorial de Sainte-Hélène dans l'édition de la Pléiade et qui termine littéralement cet exposé sur le livre bleu. Période suivante, la Restauration jusqu'en 1848. Il ne retenait pas cette période. Peut-être qu'il n'y avait que des rois, en effet. Au moins les deux premiers ne retenaient pas son attention. Bon, c'est des questions d'étude. Il n'avait pas été sensibilisé à cette question-là, de ces trois monarchies qui se sont succédées. Et il en allait de même des trois glorieuses qui tombaient aussi pour lui dans le gouffre de l'oubli. Le sens de son histoire enjambait la période, on l'en excusera. On excusera cette ignorance peut-être coupable, car tous les gens qui ont vécu là ont agi, se sont battus aussi. 1848, la plus oubliée des révolutions françaises, avait toujours suscité l'intérêt de Candide. Toujours. Peut-être était-ce en raison de son surnom qui sonnait mystérieusement et romantiquement le printemps des peuples. Le printemps des peuples, il y a plus de 10 ans de ça maintenant, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, Maroc, Tunisie, Syrie, tout ce que vous voulez, tous les États arabes, les révolutions arabes se sont réclamées du printemps des peuples. Et puis, il y avait de grandes figures littéraires au pouvoir, ce qui lui était agréable. Je renvoie aux ouvrages de 1848. Il n'aimait pas la professionnalisation de la politique telle qu'il la connaissait actuellement. Aussi, la révolution de 1848 était un flambeau sur la voie de son histoire qui éclairait tout le passage, toute la voie de la pensée sur le chemin de l'histoire. Il jetait dans une histoire déjà ancienne les reflets d'une générosité qui faisait chaud au cœur de Candide. Étape suivante, le Second Empire, longtemps discrédité, car marqué à l'infamie du coup d'État du 2 décembre 1851, il neigeait ce jour-là. Le Second Empire et Napoléon III faisaient l'objet d'une réhabilitation partielle depuis quelque temps. En fait, Candide ne le retenait pas non plus dans son histoire, même s'il reconnaissait ses mérites économiques de cette période, notamment le développement du train. 1870-1871, la Commune de Paris. Candide avait, dès son plus jeune âge, une grande sympathie pour la Commune et pour son égérie Louise Michel. Il y voyait, comme bien des auteurs, une poursuite de la Révolution de 1848 et la reprise du mouvement révolutionnaire de la Convention montagnarde. Il déplorait son écrasement, les massacres et les déportations en Nouvelle-Calédonie. Il avait acquis la réédition récente des cahiers de Louise Michel par un éditeur lyonnais.
de Lyon. C'était un flambeau, là, cette commune de Paris aussi, qui éclairait les obscurités du temps présent, liées au très grand capitalisme. Tableau suivant, la Troisième République. Il n'avait aucunement en estime la Troisième République. Elle n'était à ses yeux que la République des notables et des notoires, suivant la formule de Charles de Gaulle. Une exposition universelle qui commence dans la honte de négociations salariales éternelles, dans les années 1930, notamment, et le triomphe du totalitarisme nazi et du fascisme italien, voire l'exposition universelle de 1936 ou 1937, où il y avait le chancelier allemand Adolf Hitler et le duce Mussolini qui, presque main dans la main, en tout cas côte à côte, riait de cette démocratie incapable, dans laquelle il donnerait un coup de pied et qui s'éparpillerait. Hitler l'a fait après. Une république qui s'achève sous les raies des avions Stuka allemands, pilonnant les civils, français, femmes, jeunes, vieilles, enfants, vieillards, fuyant l'invasion sur les routes, emportant leur maigre richesse dans un landau, dans une petite carriole, à pied la plupart du temps, à bicyclette, souvent, rarement en voiture. Cette république qui avait conduit à cela ne mérite aucune estime. Elle a trahi le peuple. Entre-temps, les très nombreux scandales qui avaient émaillé la vie de cette république, dominée par un parlement omniprésent, étaient une tache sur l'histoire. Oui, Panama, notamment, les diamants du casino de Biarritz, Stravinsky, etc., etc. Vichy. La voie du milieu, principe japonais, fait que Candide est mesuré sur cette question qui soulève des polémiques, mais pour sa préoccupation centrale, il n'inclut pas Vichy dans son sens de l'histoire. Plutôt un accident, lié au contexte international, mais issu quand même des travers du système de la Troisième République, qui a commencé en 1871. La libération jusqu'à la fin de la Quatrième République. Socialement, période de grandes avancées, notamment la sécurité sociale, et bien des mesures dans des domaines variés, dans le sens des travailleurs, voire les beaux ruraux. Mais les travers du parlementarisme ont conduit de nouveau à l'incapacité face à la guerre et la nécessité de faire revenir Charles de Gaulle. La Cinquième République dans laquelle nous sommes, pendant longtemps une politique nationale, indépendante, la politique de la chaise vide à l'OTAN, un budget en équilibre, oui, des droits douaniers, bref, les fameuses 30 glorieuses, beaucoup plus célèbres que les 3 de 1830. Quand même, l'explosion de la politique industrielle, des structures internationales, du système des subventions nationales et Union européenne. Là, c'est critiquable. Et puis aussi, de manière positive, la volonté de Charles de Gaulle de faire l'Europe jusqu'à l'Oural, renouant avec la vieille amitié franco-russe depuis Louis XIV et Pierre Ier. Louis XIV, hein. Mai 68, un soubresaut de nature révolutionnaire. Mais si la grande révolution de 1789 avait été précédée du siècle des Lumières, d'une pensée profonde, tel n'est pas le cas en 68. Les retombées économiques et sociales ou fiscales sont inexistantes.
Au contraire de certaines retombées idéologiques, il est interdit d'interdire. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux à dire. Après, Candide fait quelques remarques du pain et des jeux. Depuis 69, des gestionnaires intelligents et avisés, des intérêts de classe aussi, et progressivement un peuple qui s'enfonce dans la vacuité, dans le vide donc, de la consommation. André Malraux, dans son discours sur l'inauguration de la télévision, avait parlé de la moindre chaumière dans laquelle la culture allait entrer. Oui, un beau rêve, la culture. Mais nous sommes revenus aux Romains, le pain et les jeux, panem et circenses, la télévision, l'Internet, le téléphone portable, la RMI, la RSA, etc., etc. Du pain et des jeux. Voilà. Voilà où l'on en arrive, comme au temps des Romains, il y a plus de 2000 ans. Deuxième idée de la période la plus récente, le vide de l'instant. Au sujet de la Chine, l'explosion de la Chine, de l'Inde, etc., dont le modèle se rapproche bien du nôtre par certains aspects, notamment l'universalisme de l'instant. L'instant, le temps qui court, la vitesse. Même s'il y a un esprit inverse aussi, la politique des petits pas. Mais enfin, la vieille Chine s'est éteinte, pratiquement. Celle des empereurs. Le vieux débat d'aujourd'hui aussi. Le vieux débat d'aujourd'hui. Vieux d'aujourd'hui. D'accord. C'est pour insister, cette formule que j'ai choisie. L'autoritarisme fait-il le bonheur matériel des peuples? Ça avait été proposé comme un sujet en 1937 lors de l'exposition universelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'affirmation donc qu'un régime très autoritaire comme la Chine réussit le bonheur matériel du peuple au drapeau rouge étoilé, la contradiction des idées de Candide. Mais il ne s'agit que de bonheur matériel. Hein. Le projet de Candide dépasse la matière pour englober l'esprit, le dynamisme, l'esprit de curiosité, la vitalité, la discussion, de tout. Car on est en démocratie, en république. Avec tant d'idées dans cette histoire, une synthèse a semblé à Candide opportune. Donc nous reprendrons ici dans la petite vidéo qu'il va y avoir juste après. Oui, eh bien nous la poursuivrons toujours en compagnie de Candide et de l'éternel Voltaire. Nous vous disons donc un au revoir, mais de très courte durée, car il vous faut la synthèse de ce sens de l'histoire.